Dans une deuxième partie du programme d'histoire de troisième, on aborde le monde depuis 1945 et donc on s'interroge sur les questions suivantes. Quelles sont les puissances qui s'affirment après 1945? Quels sont également les conflits qui marquent cette période en Europe et hors de l'Europe? Alors, on parle de monde bipolaire pendant la guerre froide puisqu'on a deux pôles qui sont le pôle américain, le pôle soviétique, qui sont donc deux pôles ennemis, et on va essayer de comprendre pourquoi ces deux pays, les États-Unis, l'Union soviétique, qui étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, deviennent ennemis à la fin de cette guerre et s'engagent donc dans un nouveau conflit qu'on appelle la guerre froide. Alors, on sait que l'Union soviétique et les États-Unis représentent deux modèles antagonistes fondés sur deux idéologies, c'est-à-dire deux conceptions du monde, de la politique, de la société, qui sont radicalement différentes, puisque d'un côté, les Américains défendent le principe de la démocratie libérale fondée sur le capitalisme, et que les Soviétiques, l'URSS, veut développer un modèle communiste. Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ces deux idéologies n'étaient pas en contact. Alors que la révolution bolchevique a eu lieu en Russie, on le sait, en 1917. Mais il se trouve qu'à la fin de la guerre, en 1945, dans une Europe qui est ruinée, les deux modèles se font face, puisque les troupes soviétiques sont en Europe de l'Est et les troupes américaines sont en Europe de l'Ouest. Or, les Américains s'inquiètent de l'expansion du communisme en Europe, puisque, effectivement, les territoires qui ont été libérés par l'URSS deviennent communistes entre 1945 et 1948. Les Américains, qui s'inquiètent de cette progression, décident par la voix de leur président, Harry Truman, en 1947, d'énoncer la stratégie de l'endiguement, la doctrine de l'endiguement, qui spécifie que désormais les Soviétiques n'iront pas plus loin que là où ils sont au moment où la doctrine est énoncée. C'est à cette époque qu'on voit cette expression de rideau de fer se concrétiser en Europe, qui sépare donc une Europe de l'Ouest, laquelle est bénéficiaire du plan Marshall, cette aide très importante que les Américains ont concédée à l'Europe de l'Ouest afin qu'elle se reconstruise et qu'elle reste dans l'alliance américaine, et une Europe de l'Est qui est contrainte d'adhérer au modèle soviétique. Alors, ce conflit qui donc démarre en 1947 est un conflit qu'on peut définir essentiellement à partir de deux choses. La première chose, c'est que ce conflit, qui est un conflit global, se caractérise non pas par un affrontement direct entre les deux grands, américains et soviétiques, mais par un certain nombre de conflits délocalisés, puisque à partir du début des années 1950, la guerre froide s'étend à d'autres parties du monde, par exemple à la Corée, où de 1950 à 1953 se déroule une guerre auquel les Américains participent. Donc des conflits délocalisés et aussi une menace nucléaire permanente, puisqu'à partir de 1949, les deux pays, l'Union soviétique et les États-Unis, sont détenteurs de l'arme nucléaire, procèdent à une course aux armements, c'est-à-dire à une escalade dans l'armement nucléaire, et il y a une crainte mondiale que la situation dégénère en guerre nucléaire, mais comme on le sait, on ne se servira jamais de la bombe atomique. Alors, si la guerre froide est un conflit global, c'est aussi parce que c'est un conflit qui concerne toutes les catégories de la vie des gens. C'est un conflit de propagande, c'est un conflit d'image, c'est une espèce de guerre totale qui structure un peu le monde dans la période qui va de 1945 à 1989. Alors, dans un dernier temps, il faut quand même interroger cette idée de monde bipolaire. Le monde est-il réellement bipolaire pendant toute la période? C'est-à-dire, Union soviétique et États-Unis sont-ils les seuls maîtres de ce monde d'après-guerre? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'à partir des années 1950, un certain nombre d'États émergent. Ce sont des États qui, souvent, ont été décolonisés. On peut mentionner l'Inde,
On peut mentionner l'Indonésie, on peut mentionner l'Algérie à partir de 1962, l'Égypte ou la Chine, qui n'a jamais été colonisée, mais qui émerge dans ces années-là sous le régime du président Mao et qui aspire également à être une puissance importante dans le monde de cette époque. Alors, à Bandung, en Indonésie, en avril 1955, a lieu une conférence qui voit la naissance du tiers-monde, c'est-à-dire d'un ensemble de pays qui aspirent à ne se ranger ni sous la direction des États-Unis, ni sous la direction de l'Union soviétique, mais à former un troisième monde. Alors, quel sera l'avenir de ce tiers-monde ? Eh bien, en fait, le tiers-monde, c'est plutôt un échec, parce que les pays qui en font partie ont du mal à ne pas être séduits par l'un ou l'autre des deux grands, qui leur proposent, par exemple, leur aide économique ou leur aide militaire. Et puis, surtout, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que les pays qui forment le tiers-monde n'ont pas grand-chose en commun, à la différence, par exemple, des pays d'Europe occidentale, qui sont très liés dans leur alliance avec les États-Unis. Donc, au final, ce qu'on va retenir, c'est que cette structure bipolaire est bien la structure qui organise le monde après 1945, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, que l'on considère comme la fin de la guerre froide.